Chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer les échanges que nous avons eus avec vous. Mais l'échange d'aujourd'hui est tout à fait particulier et disons même symbolique parce que, en tout cas, c'est la première fois que nous recevons une dame, une grande dame. Et c'est elle qui ouvre certainement alors le grand bal pour m'exprimer ainsi pour les dames qui sont d'ailleurs nombreuses à attendre leur tour pour venir alors partager avec nous leur expérience professionnelle et académique. Mais surtout participer à ce travail mémoriel et ce devoir de mémoire. Parce que ça fait partie des raisons d'être de cette émission. Elle, pour ne pas la nommer, elle s'appelle Rokhaya Daba Fall. Rokhaya Daba Fall, déjà jeune élève engagée dans le mouvement élève, avait été remarquée comme une grande battante, une grande combattante de la souveraineté. Elle a eu l'occasion de fréquenter la prestigieuse école d'agronomie de Zamblou en Belgique, où un certain Robert Sagnan l'a devancé. Et comme j'ai dit, son premier poste après donc, sa formation sera la Casamance aussi, notamment à Djibélor. Donc, Madame Fall a décroché de la fonction publique nationale, celle de onusienne depuis plus de 10 ans, donc précisément 2014. Au niveau national, elle a déjà travaillé au niveau de l'ISRA. Ensuite, elle a occupé plusieurs fonctions, surtout comme directeur général de l'Institut national de pédologie, qu'elle a porté sur les fonds baptismaux avec 2 agents désignés, l'agent comptable particulier et un chauffeur. Elle a cédé avec 48 agents au moment de quitter. 48 agents constitués d'ingénieurs, techniciens et agents de service pour un poste permanent à l'international au moment de son départ. Donc, vous comprendrez bien qu'elle a, pièce par pièce, monté l'Institut national de pédologie. Dans ces différentes stations au niveau national, Mme Daba Rokhaya Fall a parcouru tout le pays et séjourné dans un bon nombre de villages, tantôt pour la cartographie, parce que n'oublions pas, Madame Fall est agronome, elle est aussi sociologue du développement, mais surtout pédologue, cartographe. Comprendre donc la raison pour laquelle elle a donc sillonné ce pays, tantôt pour la cartographie des sols, tantôt aussi pour la mise en place ou l'évaluation de projets et programmes de développement. Elle a été conseillère de plusieurs ministres de la culture dans divers domaines relevant de ses compétences. Au niveau international, Rokhaya Daba Fall a d'abord été membre de plusieurs corps scientifiques, parmi lesquels le premier conseil scientifique et technique du Fonds pour l'environnement mondial et de plusieurs instituts internationaux de recherche agricole appartenant ou non au groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. Elle a terminé son parcours international en tant que représentante de la FAO en Afrique centrale, en Centrafrique. Ce parcours auquel s'ajoute une adolescence de combat, comme nous l'avons dit, pour la souveraineté nationale et la libération de l'Afrique, fait d'elle une citoyenne sénégalaise, une africaine de grande expérience pour les questions qui interpellent alors le continent et le monde, à savoir, entre autres, les changements climatiques, la gestion de la dégradation des terres, la souveraineté alimentaire, la diplomatie et la négociation en temps de conflit, de même que celle pour la mobilisation de fonds. Rokhaya Daba Fall est l'initiatrice de plusieurs concepts, dont celui de Women Zone, elle va nous dire c'est quoi, qu'elle a mis en place en Centrafrique. Ce concept de zonage pédoclimatique qu'elle a expérimenté sur le territoire sénégalais et par corrélation ébauché sur tout le Sahel occidental, et naturellement d'autres concepts de sociologie des différences et de la sociologie des similarités.
Là aussi, elle va éclairer notre curiosité. Enfin, nous l'avons dit, Madame Fall est titulaire, après donc sa formation initiale, est titulaire de plusieurs certificats dans divers domaines, de plusieurs écoles, et d'un doctorat en sociologie de développement sur le thème intitulé « Gouverner son développement, la question alimentaire au Sahel occidental ». Bonjour Madame Fall. Bonjour, Seyé, bonjour. C'est vrai qu'il n'est pas facile souvent de faire la présentation dans certains profils comme cela, mais nous avons essayé. Avez-vous donc quelques éléments à compléter? C'est ce que je viens de dire. Vous avez été très exhaustif et il est beaucoup plus difficile de parler de soi-même que de s'entendre parler de soi. Je pense que vous avez donné les grands points de mon parcours. Oui, c'est que souvent, par une humilité feinte, nos invités aussi ne veulent pas souvent parler d'eux. Mais au moins, si vous avez à ajouter, on est preneur. Hein? Je pense que vous avez fait le tour et je pense que ce tour-là est assez complet. Ce que j'ajouterais peut-être, vous l'avez déjà dit, c'est le parcours national qui m'a permis de connaître aussi toute la sous-région en tant que pédologue et en tant qu'agronome, collaborer avec tous les instituts en charge de la pédologie au niveau de toute la sous-région. Autant parcourir le Sénégal au fin fond de tous les villages, mais aussi parcourir toute la sous-région occidentale, mais aussi une bonne partie de l'Afrique. De l'Afrique. Oui. Vous êtes donc une véritable militante du développement. Et je crois que vous l'avez déjà dit, en vous présentant, on a parlé de sociologie, alors des différences, et sociologie, n'est-ce pas, des similarités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces concepts-là et le concept Woman Zone avant de commencer l'entretien à proprement parler? Oui, avec plaisir. Les deux notions dernières qui parlent de sociologie, en fait, m'ont été révélées en fait, dans les recherches que je faisais au niveau des épistémologies du Sud. Et je me suis donc rendu compte qu'il fallait qu'on fasse une recherche beaucoup plus approfondie sur tout ce qui a été mis en exergue comme différence pour pouvoir asseoir le pouvoir colonial. Parce qu'il a fallu diviser à partir de différences. Et tout aspect, il n'y a aucun homme qui est semblable à l'autre. Et tout aspect de différence qui pouvait être mis en exergue jusqu'à devenir un différent entre des peuples, entre des groupes, entre des personnes, a été utilisé par la colonisation, par le colon, pour pouvoir asseoir son pouvoir. Et ceci continue, bien qu'on soit indépendant, ça continue, et ça nourrit des guerres que j'ai vécues en Centrafrique, des guerres qui ne sont fondées sur rien que des différences entre des groupes de sociétés qui sont naturellement différents, et on trouve ces différences partout. Ce n'est pas seulement dans le continent africain, mais c'est dans tous les continents. Aucune personne n'est égale à elle-même, même au sein d'une même famille. Donc, je pousse à la recherche de ces différents qui ont pu être exacerbés et devenir des différents au point de dissocier des peuples qui étaient unis, des métiers qui étaient complémentaires, les éleveurs et les agriculteurs, des clans, ça dépend de la taille. Moi, je n'utilise pas tellement ces termes, je préfère utiliser le terme société, qui est valable quelle que soit la taille, au point de les diviser de telle sorte que l'un et l'autre ne s'occupent que de ce qui les diffère et se combattent, pendant que, tranquillement, leurs ressources sont extraites par celui qui a créé ces différends. Donc c'est une recherche entamée, c'est une recherche qu'il faut approfondir, c'est une recherche de la sociologie des différends qui pourrait permettre de mettre ces différences en synergie
pour pouvoir, au contraire, en faire des forces. Parce que c'est dans ces différences-là qu'on peut bâtir, du point de vue territorial en Afrique, des programmes de développement qui se complètent. Et donc, c'est juste une porte, une avenue que je lance, que j'aimerais bien, que je poursuivrai d'ailleurs de mon côté, mais que je lance pour l'ensemble des sociologues africains pour des recherches plus approfondies. Et des similarités? La sociologie des similarités, c'est extraordinaire qu'on arrive toujours en Afrique à faire de ce qui est tout à fait artificiel, c'est-à-dire les frontières bâties depuis Berlin en 1885, à en faire des murailles qui font que chaque pays élabore de façon individuelle ses politiques, alors que nous avons tout en commun, nous avons tout en similarité. Parfois même, ce sont des similitudes, mais on ne les met pas en exergue, on ne les met pas ensemble quand le système onusien, par ses agences, intervient dans un pays donné qu'ils soutiennent. Ils s'arrangent dans certaines régions pour que la politique qu'ils soutiennent soit une politique d'un ensemble de corps de pays. Parce que ce sont des corps de pays qui ont beaucoup de similarités. Mais quand il s'agit de chez nous, quand il s'agit de l'Afrique, quand il s'agit de l'Afrique occidentale en particulier, chacun, si on prend par exemple la question des lois d'orientation agricole, il n'y a pas de différence entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal. On aurait pu avoir une loi commune et mettre ensemble l'ensemble de nos similarités pour bâtir maintenant des politiques basées sur ces lois. Mais il n'en a pas été ainsi, comme il en a été en Amérique du Sud et les Caraïbes. Il n'en a pas été ainsi ici. Ici, il a fallu que le Sénégal bâtisse, est en train de réviser sa loi d'orientation d'ailleurs, que le Niger. Et quand vous comparez les lois entre le Sénégal, le Niger, le Mali et le Burkina, vous voyez les failles des lois des uns et des autres. Dans quel sens? Dans le sens que le Sénégal ne considère pas comme à sa juste valeur la terre, qui est le premier facteur de production. Il le considère que dans sa dimension juridique, qui est le foncier, mais pas dans sa dimension caractéristique territoriale qui oriente toute production, alors que le Niger en fait un point très important dans sa loi. Et ce qui fait que les programmes nationaux d'investissement agricole diffèrent parce qu'ils sont fondés aussi sur ce que nous considérons comme étant essentiel. Donc, si on avait fait réflexion d'une loi commune, parce que nous avons des similarités, et qu'on avait sorti une loi pour la sous-région, on aurait compris combien il y a imbrication entre les différents secteurs de l'agriculture dans le sens large du terme, c'est-à-dire comprenant aussi bien l'élevage que toutes les pêches intérieures, les pêches continentales, et on aurait fait une politique, des lois qui intègrent, qui donnent naissance à des politiques de développement très inclusives. Très inclusives. Très bien. Je crois que ce que vous soulevez là aussi interpelle nos gouvernants, nos décideurs. Et je crois souvent que c'est peut-être de bonne foi que les gens ignorent tout cela. Parce que je crois que c'est pourquoi, d'ailleurs, je disais, il nous faut quand même vos éclairages pour qu'on puisse, en tout cas dans le cadre d'une perspective panafricaine, alors intégrer ces similarités-là et justement minimiser ces différences que vous avez soulevées tout à l'heure. En tout cas, on est déjà en plein dans le truc et déjà on s'en régale. Maintenant, vous avez créé le concept de Woman Zone. Oui. C'est quoi au juste? J'étais en pleine guerre. On était en pleine guerre au niveau de la Centrafrique quand j'ai rejoint mon poste de représentant de la FAO. Vous savez, dans les guerres, les plus perdants, ce sont les femmes et les enfants. On les utilise dans tout. Et donc, la femme n'avait aucun endroit où être tranquille, où pouvoir partager son expérience.
Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pensé qu'il fallait, au niveau des villages, au niveau de toute communauté, qu'il y ait une zone où la femme se sent libre, où la femme ne se sent pas en danger, où la femme peut rencontrer l'autre femme pour pouvoir parler de l'expérience mauvaise qu'elle a vécue et comment éviter ces expériences-là. C'est la zone de la femme où l'homme n'a rien à faire. Ce n'est pas pour les diviser, c'est parce qu'elle est victime de beaucoup d'agressions dans le cadre de la guerre. Mais dans le cadre de la paix aussi, on voit beaucoup d'agressions. Et même dans notre pays actuellement, avec tout ce qu'on a comme historique, tout ce qu'on a comme acquis religieux, que ce soit islamique, que ce soit catholique, de protection de la femme, on a beaucoup d'agressions sur la femme. Et quand on retrouve tout le monde à l'école, la femme parfois est tellement agressée qu'elle ne libère pas sa voix, qu'elle ne sait pas si qu'elle peut parler, qu'elle peut participer. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a élaboré ce concept, qu'on a mis en chantier, en œuvre. Oui, en œuvre vraiment en Centrafrique, où il fallait, dans un cadre de développement où toutes les agences onusiennes étaient réunies pour soutenir les populations, que les hommes puissent bâtir, parce que c'était à eux d'avoir la force de bâtir une case où c'est la case des femmes, où les femmes se rencontrent et racontent leur histoire et élaborent des stratégies contre toute agression. Ici, on l'a aussi développé au niveau d'une association internationale qui s'appelle Graduate Women International, les femmes graduées au niveau international, qui est basée à Genève. Et dans ce cadre-là aussi, on s'est rendu compte qu'au niveau même des universités, il est bon d'avoir ces zones de confiance, woman zone, ou zone de confiance, où la femme apprend à prendre sa part, à prendre son rôle en main et à prendre sa place dans la société estudiantine, dans la société où elle vit. Je crois que vous développez ici un concept tout de même très novateur. Vous voulez créer un havre de paix pour les femmes, tant en situation de guerre qu'en situation de paix. En quoi que les femmes puissent se sentir épanouies et que l'omerta finalement puisse être combattue. En tout cas, c'est déjà un clin d'œil déjà à ce que nous voulons entamer ici, parce que quand on parle de développement et quand on passe en revue, n'est-ce pas, toutes ces politiques agricoles, parce que c'est ça aussi l'objet de notre entretien, on voit aussi l'importance que la femme doit y occuper, fondamentalement. Alors, vous me permettez donc alors d'aborder le vif de notre sujet. Et la question inévitable, c'est de voir qu'était l'organisation socio-économique du Sénégal avant la colonisation française. Et quand on dit Sénégal maintenant, c'est l'espace Sénégambie jusqu'au Soudan comme vous voulez, parce que maintenant vous faites une approche un peu holistique alors de ces questions-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que j'adore la carte que vous montrez dans votre émission au départ, la carte du Sénégal, comment ça s'étend. En fait, c'est des royaumes qui s'étendent dans tout le Sahel occidental et au-delà. Récemment, ils ont découvert de l'or dans le sud mauritanien qui appartenait à l'empire du Ghana, pour dire que tout simplement, c'est toute une région de même peuple, quelles que soient les appellations de clans, d'ethnies, etc. C'est les mêmes sociétés qui évoluaient là. Et c'est comme partout ailleurs. Après, à la fin, on sait que c'est l'Afrique quand même qui est le berceau. Cheikh Anta en a beaucoup déjà élaboré là-dessus. Et du point de vue agricole aussi, c'est l'Afrique qui est le berceau de l'agriculture, de la domestication des plantes sauvages et des animaux. Et dans ce cadre-là, l'agriculture, de façon plus générale, au néolithique, à travers le monde, a permis aux familles de s'installer,
de se fonder, de ne plus être des nomades, des chasseurs et des cueilleurs tout simplement. Les cueilleurs et les chasseurs se sont sédentarisés, ont fondé des familles et ont créé une agriculture naturellement familiale. Donc l'organisation était sur cette base-là. Et quand on rentre dans la société maintenant, c'était des royaumes qui s'étaient bien organisés, avec des aristocrates qui gouvernaient, avec des nobles qui administraient, avec des hommes libres qui travaillaient tous les métiers. Et en ce moment-là, avant que Soundiata Keïta, dans le cadre du Mandé, abolisse pour la première fois pour l'humanité l'esclavage, il y avait des captifs qui étaient aussi réservés pour des tâches qu'on leur désignait de faire. Donc c'était une organisation tout à fait normale du point de vue social. Dans le monde sérère, on appelait ça le laman, distribuer les terres. Dans le Cayor, c'était le damel. Dans le Baol, c'était le teigne, etc. Ils distribuaient les terres par rapport aux besoins des populations. Et la terre n'a jamais été quelque chose de privatif individuel. Et donc, c'était par besoin qu'on l'exploitait. On l'exploitait de façon commune et on l'a gardé pour les générations futures. Je pense que quand on étudie la charte du Mandé, donc 1236, on voit comment déjà c'est bien élaboré, qu'on doit préserver la matière, le premier facteur de production, pour que ça serve à tout le monde, que ça nourrisse tout le monde et que ça puisse nourrir aussi les générations futures. Donc du point de vue sociétal, les royaumes vivaient aussi organisés, hiérarchisés dans certains coins, égalitaires dans d'autres coins, où n'existe pas le système de ce qu'on a appelé des castes, qui n'étaient que des métiers, mais qui ont été cristallisés pour certains royaumes et qui n'étaient pas cristallisés pour d'autres, parce que chacun, de toute façon, jouait son rôle pour que la société puisse fonctionner. Et c'est ainsi que c'est la caste, si on veut l'appeler encore caste, le groupe des chasseurs qui ont pris le pouvoir dans le Mandé et qui ont élaboré cette charte d'organisation gouvernementale, de gouvernance de la société pour la première fois pour l'humanité. Oui, mais vous avez tout à l'heure évoqué que c'est Soundiata Keïta qui a aboli le premier, n'est-ce pas, l'esclavage, n'est-ce pas, à travers le monde. Est-ce que vous pouvez, avant même Victor Schœlcher, tout cela, donc ça a été déjà fait par Soundiata. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet aspect-là? Il y a beaucoup de pages d'histoire importantes de l'Afrique qui sont dans les oubliettes de l'histoire globale et qui doivent être connues parce que ça nous appartient et on peut en être très fier. Et ça, c'est un des aspects. La charte du Mandé interdit clairement d'aller prendre des captifs quand tu as gagné le combat dans un autre royaume, a aboli tout ce qui est esclavage. On ne le dit pas, malheureusement, dans l'histoire globale. Universelle, moi je mettrais entre guillemets, je dirais souvent histoire occidentale, vue sous l'angle occidental et qui devient aussitôt universelle. Parce que tout ce qui est vu sous l'angle occidental est universalisé. Et donc, il est temps que nous prenions en main notre histoire et enrichir cette histoire globale. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. Pour l'humanité, c'est enrichissant. Donc, et pour nous, c'est encore plus fortement un fondement de fierté, parce qu'il faut cette fierté d'appartenance pour pouvoir évoluer. Et donc, ça, ce n'est qu'un aspect de ce qui est attribué à beaucoup plus tard, des siècles après. 1236, c'était au XIIIe siècle.
l'esclavage avait été aboli. On nous dit que c'est la même chose, c'est dans la même trempe qu'on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est dans la même trempe qu'on dit que, je ne sais plus qui encore, j'aime bien ne pas retenir leur nom, a posé l'aliment comme étant le premier remède de l'homme. C'est dans notre culture, ça. Quand quelqu'un est malade, quand une femme est enceinte et qu'elle se sent mal, c'est l'aliment d'abord. Le médicament en tant que tel, les écorces, etc., ne viennent qu'en sus. Mais c'est l'aliment. Ku feebar dafay lekk. C'est ce qu'on dit. Donc, on a beaucoup travesti l'histoire. Et je pense que c'est le moment, certainement... de remettre les choses à l'endroit. Oui, pas seulement pour les mettre, mais c'est pour la richesse même de l'humanité. Absolument. Parce que en tenant compte de l'histoire de tous les peuples, on ne fait qu'en gagner. Absolument. On ne peut pas en perdre. Absolument. Comment l'organisation du communautaire influence-t-elle la gestion des terres et la production? Et c'est là où c'est très important, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de truc, il n'y avait pas de privatisation individuelle de ce premier facteur de production. C'est vrai, il y avait les chefs qui distribuaient, mais cette privatisation individuelle qui existe dans le système occidental n'existait pas. Donc tout était un peu communautaire. Et c'est dans ce cadre-là que la communauté savait et comprenait son territoire du point de vue de ses caractéristiques et indiquait les domaines dans lesquels, les endroits dans lesquels il est mieux de faire ceci, il est mieux de faire cela. Donc cette orientation écologique était déjà là, de façon naturelle. Donc ce qui en sortait, c'est que quand on connaît ses besoins, la famille s'est installée, connaît ses besoins, donc essaie de produire ce qui comble ses besoins en premier lieu. S'il y a excédent, on peut échanger avec l'autre famille d'à côté, etc. Ou plus créer des marchés plus tard. Mais l'essentiel, c'était d'abord combler ses besoins. Et un des premiers besoins de l'homme, c'est se nourrir. L'autre besoin, c'est se vêtir. Donc, il y avait déjà des types de transformation, même si c'est local, qu'on faisait pour pouvoir et se nourrir convenablement et se vêtir. Et donc, l'organisation antécoloniale était une organisation d'évolution naturelle, comme ça se serait passé dans n'importe quel autre milieu qui ne serait pas l'Afrique, qui serait l'Occident, etc., suivant les caractéristiques territoriales que les habitants ont maîtrisées. Parce que la maîtrise de cela indique les techniques qu'ils utilisaient et indique aussi les types de cultures qu'ils faisaient par-ci, par-là. Très bien. Quelles étaient les principales cultures vivrières et les modes de production et comment les pratiques agricoles reflètent-elles la fine connaissance de l'écosystème local? C'est exactement ça. Quelles étaient les cultures? C'était les cultures qui pouvaient nourrir. Donc, on avait le sorgho, on avait le millet, le mil, on avait de l'arachide dompté, oui, dompté, de l'arachide dompté, mais pas de l'arachide pour en faire de l'huile et faire l'arachide était là. L'arachide sauvage a été dompté, le coton sauvage dompté dans le Burkina Faso, on parle bien de la zone africaine, faisait déjà créait déjà du textile pour pouvoir s'habiller. L'arachide était là comme un des éléments qu'on mettait dans la nourriture, n'était pas pris. Ça a été introduit par la suite. Mais l'arachide sauvage était là. C'est ça, de l'arachide sauvage. C'est-à-dire que dans tout écosystème, il y a des plantes qui poussent. Des plantes adventives, comme on dit. Oui, mais on les domestique. On n'a pas inventé de produire. L'invention vient de la domestification et de
dans ce processus de domestication, on a amélioré la culture, on en a fait après des variétés, d'autres variétés, etc., etc. Mais dans le circuit naturel, il y avait, pendant qu'on faisait la cueillette et le ramassage et la chasse, il y avait ces éléments-là, ce sont des éléments de la nature, ce ne sont pas des éléments que l'homme a créés. Donc, en se sédentarisant, pas parce que la chasse devenait rare, pas parce que les produits devenaient rares, mais parce qu'on se sédentarise, on choisit un lieu et on sécurité. Exactement, c'est bien plus sécuritaire et puis tout le clan est là, on crée une société et on domestique un produit. On le domestique et on fait de l'agriculture. L'agriculture dans le sens large du terme. Si on est près d'un lac, on voit qu'il y a des poissons dans ce lac. Ça devient des petits têtards et on en fait des gros poissons, etc., etc. Donc, pour répondre à votre question, il y avait donc ces cultures-là. Les cultures-là étaient là et les gens se nourrissaient et se vêtissaient à partir de ces programmes. Et la partie environnementale, c'est qu'on savait ce qui peut pousser dans tel endroit mieux que dans un autre endroit, ce qui peut détruire un endroit et être au contraire bénéfique à un autre endroit. Et donc, c'était cette symbiose-là. Et je vous dirai une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas trop longtemps, pour dire que c'est une anecdote qui ne recule pas, qui n'est pas précoloniale, qui est actuelle. C'est actuel. C'est quand, de façon très, je dirais, républicaine, puisque c'était lui le président de la République, Abdou Diouf a octroyé un certain nombre d'hectares à Serigne Saliou Mbacké. Notamment Khelcom. Khelcom. La réaction naturelle de beaucoup était waouh, la Banque mondiale était contre, a vraiment condamné ça. Ah oui? Parce que oui, publiquement, tout le système en fait avait condamné parce qu'il voulait préserver la forêt de Khelcom. Oui. Je dis forêt en faisant ça parce que qui connaissait Khelcom savait que ce n'est pas une forêt. Il y avait quelques arbres, c'est vrai, mais c'était la préservation de cet écosystème qui était beaucoup plus important que de déboiser. Il fallait que le marabout le demande pour que toute la communauté mouride vienne couper les arbres, le restant d'arbres là-bas. Et moi, j'étais en ce moment chef du bureau de pédologie. Il n'y avait pas encore l'Institut national de pédologie. C'était juste un bureau en ce moment-là. Et quand j'ai vu ce recul, et en envisageant que ça pouvait détruire 35 000 hectares, c'est énorme. C'est presque la superficie de Dakar qui venait d'être donnée. J'ai préparé mon équipe. On est allé sur le terrain, on a cartographié, on a caractérisé, on a évalué toute la superficie qui était donnée. Et il fallait porter ça au niveau du marabout. Moi, je ne suis pas assujetti ni à aucun, bien que mon père soit très tijane. C'était la première fois que je mettais les pieds à Touba. Alors, quand on est arrivé, bien reçu par le marabout, vraiment un accueil formidable. On lui a apporté les cartes pour lui dire d'éviter certaines zones, parce que c'est l'arachide, hein. Peut-être qu'on y reviendra, c'est l'arachide qui était programmée, d'éviter certaines zones pour l'arachide, tellement ces sols sont riches et pouvaient porter autre chose, d'éviter certaines zones pour ne pas les dégrader, d'éviter certaines machines, de faire ceci, de faire cela. Au moment où moi, en tant que chef du bureau, j'ouvrais la carte et que je commençais à expliquer, c'est Serigne Saliou qui m'interrompt pour me dire « Ah oui, oui, oui,
Là, c'est tel sol. C'est tel, il ne faut certainement pas faire ça. Et il complétait toutes mes phrases. Ah oui? Tellement il connaissait son milieu. Toutes mes phrases étaient complétées. Et ça a été pour moi un enseignement tellement riche. Et ça m'a porté aussitôt vers la classification des sols dont on n'a pas parlé au niveau local. Oui, oui. Les noms de sols, niveau local, parce qu'on a une classification qui doit sortir. Non, je crois qu'on va y revenir parce que je crois que c'est réservé dans ce que j'appelais un peu peut-être en offre les marabouts-laboureurs, comment ils choisissent ces types de sols-là. C'est peut-être là où nous aurons l'occasion de les typer. Oui. Très bien. Mais vous avez tout à l'heure parlé, c'est comme vous avez jeté un pavé dans la mare. Hein? Vous dites l'arachide sauvage. On parle d'introduction de l'arachide dans nos colonies pour sa valorisation. Mais donc là, il faut peut-être encore plus d'explications. Parce que si on s'en tient simplement à cela, on ne comprend pas pourquoi. Donc on dit que l'arachide a été introduit dans la colonie du Sénégal en du sens, je ne sais pas. Les Portugais, je pense que c'était les Portugais, sont venus avec des semences par-ci, par-là. Mais l'arachide, si l'arachide marche ici, c'est parce qu'il y avait de l'arachide sauvage ici. Ah oui? Oui. Ça, on ne sait pas toujours, hein? Mais si, on le sait. On ne le dit pas, on ne l'écrit pas, oui. Mais on le sait. C'est comme qu'on nous dit aussi que le riz nous est venu d'ailleurs, de l'Asie. Mais on sait qu'il y a une espèce africaine. Qui poussait déjà. Qui poussait déjà. Parce qu'on le sait beaucoup plus parce que c'était la nourriture du Sud. Voilà, justement. Alors que l'arachide a été considéré comme un condiment. Donc, ce n'était pas la nourriture de quelqu'un. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce n'est pas su ou ce n'est pas connu comme est le riz. Absolument. Mais l'arachide sauvage faisait partie des condiments qu'on mettait dans sa nourriture. Okay. Avant que l'introduction ne soit faite par les Portugais et bien après maintenant que l'imposition de la monoculture soit venue avec les Français. Ah, très bien. Ouais. Ça crois que c'est un éclairage très important. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de ces types de sols en parlant de l'épisode avec Seigne Saliou. Ça nous met donc tout droit dans cette perspective-là. Mais comment gérait-on donc ces terres-là et leur fertilité, et la fertilité des sols? Donc, il y avait une connaissance, une typologie des sols. Est-ce que vous pouvez véritablement nous éclairer un peu? C'est ce qu'en pédologie, ils ont appelé l'ethnopédologie. Et on a reconnu la classification française, qui est ethnopédologie, parce que c'est les Françaises. On a reconnu la classification, d'abord la classification russe, parce qu'ils sont très avancés dans ce domaine-là. Les Russes? Oui. Oui. Et ils ont des sols très particuliers. Et certains des sols portent les noms russes, même s'ils sont dits par les Américains ou par les Français. Parce que c'est là-bas qu'on les a découverts et caractérisés suivant certaines normes. Donc, on reconnaît la classification américaine, qui est très technique et très dosée pour chaque matière. Et puis maintenant, il y a la classification qu'on dit plus ou moins internationale, parce que c'est fait par un institut international basé à Wageningen, en Hollande, la WRB. On a travaillé avec eux dans le cadre de l'Institut national de pédologie. Les producteurs, les cultivateurs, ceux qui vivent le sol, connaissent la terre et l'appellent, ont des appellations très larges. Quand on dit Dior, on s'est battu pendant longtemps pour que Dior soit accepté aussi dans les classifications internationales. Au lieu de dire arène au sol, arène, la graine de sable en latin, qu'on puisse dire Dior, comme on dit Solonchak, ça ne sonne pas français, mais c'est un sol qui a été découvert en Russie d'abord, et c'est des sols salés, des mangroves, des bas-fonds. Donc, ça n'a pas marché, évidemment, ça vient du sud, donc c'est à nous de faire notre propre classification. Donc, les peuples cultivateurs connaissaient leur milieu et savaient quel type de culture mettre
pour que ça fertilise, pour que l'autre culture vienne en bénéficier. Donc, il faisait une rotation. Ça ne leur est pas enseigné de l'extérieur, comme le prétend. Comme on aime le faire croire, Oui. que le colon est venu. Non. Il savait qu'on ne pouvait pas mettre une culture, et la même culture, et encore la même culture. Ça n'avantage pas les cultures qui viennent. Les légumineuses, par exemple, étaient cultivées pour pouvoir laisser assez d'azote, assez de nutriments pour que les autres cultures viennent. Le limon des fleuves était utilisé pour faire la culture de décrue. C'est pas venu après. C'était quelque chose qui se faisait. Donc, toutes ces techniques-là, et en même temps, il y avait surtout ce qui est beaucoup porté par la littérature, aussi bien académique, mais en tout cas occidentale, c'est la jachère. La jachère était là pour reposer le sol. Quand je dis que c'est beaucoup porté par cette littérature, c'est parce que de plus en plus, on a attaqué la démographie pour dire qu'il n'y avait plus de temps de jachère. Alors que le Sénégal n'est pas un pays surpeuplé. Absolument. Ni la région. Nous ne sommes pas un pays surpeuplé quand vous comparez. Donc la jachère était une des techniques, la rotation une des techniques, l'affectation du type de culture pour tel type de sol était une des techniques, l'utilisation du limon, etc. Tout ça, c'était des techniques que maîtrisaient bien les populations. Et c'est ainsi que la dégradation des terres n'était pas en ce moment-là. Ce n'est pas, encore une fois, la démographie qui a dégradé les sols, c'est le mode d'utilisation de ces sols qui ont causé, accéléré la dégradation. Très bien. Voilà, je crois que maintenant, au Sénégal, il y a une classification de ces sols. On peut revenir sur ça. Ensuite, parler un peu. Qu'est-ce qui justifiait donc, parce que vous avez fait tout à l'heure en parlant de l'épisode avec Seigne Saliou, ce qui motivait fondamentalement les marabouts à choisir tel ou tel milieu pour y mener leur activité. D'abord, les types de sols. Est-ce qu'au Sénégal, il y a une classification locale selon les zones? Il y a les sols Dior, ensuite, quel type de sol? On a tenté cette classification. C'est ce que, en le défendant à l'extérieur, qu'on l'a classé dans l'ethnopédologie. Dans le cadre du bureau de pédologie, les équipes qu'on était, on a tenté cette classification des sols en partant de toutes les langues, les Bambara, comment ils les appellent, les Pulaars, etc., les gens du Wallo, parce qu'eux, ils ont tellement de types de sols différents avec le fleuve et les dunes qui sont à côté. On a tenté cette classification en donnant leurs caractéristiques techniques et scientifiques pour doser au niveau des laboratoires. Mais ce n'est pas une classification qui est utilisée, même pas au niveau national. Pourquoi? Ben, ça, c'est politique. C'est une autre question. Parce qu'à l'heure qu'il est, on est toujours, vous avez parlé, on est dans la phase précoloniale, mais n'est-on pas toujours dans la phase coloniale du point de vue technique? On n'est pas encore sorti véritablement de cet espace mental colonial. Il me semble que non, parce que jusqu'à présent, vous avez vu, le bassin arachidier était limité. Au début, avec les recherches de Bambey, était là pour l'arachide, et pour toute l'Afrique de l'Ouest, au départ. C'est après que Bambey s'est développé. Mais le colon savait ce qu'il cherchait. Et donc, l'arachide était bassin arachidier. Maintenant, quand vous ouvrez la carte du Sénégal, c'est la moitié qui est bassin arachidier. L'arachide va jusqu'à Tamba, jusqu'à Kolda, jusqu'au plateau de la Casamance. L'arachide est partout. Il y a une extervation, comment on appelle ça encore? On a une sorte d'extraversion donc terminologique finalement. Bassin, donc il y a une extension à l'infini. À l'infini. Partout où on peut le faire, on le fait. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne peut pas faire autre chose, certainement. Parce que ce n'est pas l'arachide, l'arachide, ce n'est pas le riz. Même si l'huile d'arachide complète le riz, on ne s'en nourrit pas. Où sont passées les cultures vivrières?
ce que les populations mangeaient. Mais ce que vous posez donc fondamentalement, c'est-à-dire qu'il y a une désarticulation notoire entre ce qui devait se faire en termes de connaissances préalables pour élaborer alors des politiques agricoles et autres, et je ne sais pas, une méconnaissance, ou bien c'est une ignorance, ou bien vous dites que c'est politique, c'est voulu, ou bien c'est simplement parce que c'est ignoré? Je pense qu'il y a un problème parfois ou de facilité, ou d'une compréhension différente d'un héritage. Quand vous héritez de quelque chose qui vous brûle les mains, est-ce que vous le gardez? Non. Très souvent, entre intellectuels, on dit ah, c'est un héritage, c'est vrai, c'est colonial, c'est un héritage colonial, mais on a déjà fait toutes les recherches, on s'est investi sur l'arachide, on connaît les variétés, etc., etc. Donc on ne doit pas perdre ça. C'est un héritage colonial. Je pense qu'il faut s'asseoir et voir ce qu'il y a de bon dedans. Parce que quand c'est colonial, c'est tout simplement pour l'intérêt du colon. De l'autre. Donc, qu'est-ce qui est bon pour nous? Mais il est vrai, il y a une chose. Je ne dis pas que du jour au lendemain, il faudra tout casser. Parce que l'arachide est devenu un soubassement très fort de notre économie. Mais au moins, qu'il y ait un geste vers un changement de cela. Parce que les populations, de plus en plus, ça m'a fait mal, il n'y a pas longtemps, on dit qu'on va distribuer de l'argent parce qu'il y a des crises alimentaires, presque dans tous les coins du Sénégal. Il y a des crises alimentaires. Avec un hivernage qui n'était pas mauvais l'année dernière, etc. Il y a des crises alimentaires parce qu'il y a des choix qui ne sont pas vivriers, des choix qui ne sont pas d'industrialisation à partir de l'arachide, des choix qui sont de maintenir un héritage qui n'est pas un héritage positif de développement souverain. Absolument, développement souverain. Oui. Très bien, je crois qu'il faut donc qu'on mettra en quoi dans les autres émissions. Je précise d'ailleurs que nous aurons 3 émissions avec vous, parce que c'est une sorte de kaléidoscope polyphonique, comme nous avons dit, maintenant avec des sous-composantes. Maintenant, avant de passer, le choix des marabouts là, par rapport à tel ou tel site, c'est de l'ethno... C'est quoi ça? C'est de l'ethnopédologie, je dirais. Parce qu'ils connaissaient. Quand ils font le shechel, ils envoient la personne dans un endroit bien précis. L'endroit où ils l'envoient, ils savent que dans cet endroit, il y a possibilité d'avoir de quoi manger et d'avoir de quoi récolter de l'argent par l'arachide. Parce que c'est ça aussi. Vous parlez de ces marabouts, mais je crois qu'il faut qu'on y aille de plein pied. Ces marabouts ont été le véhicule d'extension de l'arachide. J'adore l'appellation du professeur Babacar Fall, qui les appelle des marabouts laboureurs, et qui donne l'accent du travail porté par l'islam, ce qui est vraiment très noble. Mais à côté, il faut aussi voir cette extension et ce soutien de la colonisation par ces marabouts à travers l'économie. Et ce soutien est formidable parce que c'est à travers eux, les familles qu'ils ont shechel et qu'ils ont positionnées dans d'autres endroits, que l'arachide s'est développé à travers le pays. C'est un des vecteurs essentiels du développement, de l'expansion de l'arachide à travers le pays. Mais le choix qu'ils font toujours, pour revenir à votre question, d'un endroit est basé sur une connaissance, non pas scientifiquement reconnue, c'est-à-dire dire que c'est tant de pourcentage de limon, tant de pourcentage, donner toute la texture du sol, tant de pourcentage de sable, etc., etc., qu'on y trouve un pourcentage de potassium, etc. Toutes ces valeurs n'ont pas été calibrées, mais ils savent que
dans tel type de sol, le deck Dior ou le Dior deck, ils font bien la différence. Il y a un peu plus de sable que de limon, etc., etc. Ça peut donner tel type de culture. Si tu creuses un tout petit peu, tu as la nappe perchée, la nappe phréatique perchée. Là-bas, il faut creuser beaucoup plus loin pour aller jusqu'au maastrichtien, pour avoir de l'eau. Tout ça était connu par les plantes qui poussaient là-bas, parce que c'est des écosystèmes. Et les marabouts connaissaient cela. C'est une connaissance à valoriser, cela. Très fortement. Et peut-être, non seulement à valoriser, mais à améliorer avec les techniques acquises. C'est vrai. Et faire finaliser la cartographie, typologie des sols du Sénégal. C'est pas encore fait. En faire une classification. Il y a une classification, une ébauche de classification que nous avons faite dans le cadre du bureau de pédologie, mais qui mérite d'être réactualisée, améliorée et poursuivie. Et surtout utilisée. Utilisée par les politiques pour indiquer. C'est un intrant de premier choix, cela. Je crois que là aussi, c'est pourquoi votre éclair aussi peut aider. Parce que souvent aussi, bon, on ne connaît pas peut-être souvent aussi leur importance. Parce qu'à la limite aussi, quand vous avez entre vos mains de l'or et que vous ne connaissez pas la valeur de ce métal, mais vous avez aussi tendance peut-être à aller chercher peut-être du bronze, alors que ça, c'est encore mieux pour vous. C'est peut-être caractéristique aussi du Sénégal. Hein, parce que si je vous donne l'histoire de l'Institut national de pédologie, ça c'est une caractéristique du Sénégal. Parce que toute la sous-région, vous pouvez juger du niveau de développement des autres pays par rapport au Sénégal, pour ce qu'on appelle développement. Parce que ça aussi c'est un terme, un concept qu'il faudrait revisiter. Donc vous voyez que le Sénégalais se situe souvent au-dessus de beaucoup d'autres pays. Tous ces pays ont érigé la pédologie en institut de recherche. Depuis les années 80, et même certains dans les années 70. L'Institut national de pédologie n'a été créé qu'en 2004. Quel retard. Au Sénégal. Ce qui est... une aberration. Incompréhensible. Mais tout de même, maintenant qu'on a dépassé cette phase-là, il faudrait que cet institut puisse éclairer. Parce que la terre, c'est le premier facteur de production agricole. Puisse éclairer et qu'on puisse orienter nos productions, pas par héritage colonial, mais pour un développement souverain et une alimentation sécurisée et souverainement. Très bien. Mais est-ce que la solution aussi ne serait-il pas peut-être de les rattacher à l'université, ces instituts-là? Comme ça, au moins, en termes de budget, en termes de personnes ressources, en termes de formation, on va peut-être même faire des bureaux à travers le Sénégal, des bureaux régionaux, je ne sais pas, de relais. Parce que finalement, ça me paraît un dispositif important dans cette quête de souveraineté aussi alimentaire. C'est ce qu'on a fait dès qu'on nous a confié l'Institut, à la création. On s'est développé un bureau au niveau de ce que nous avons appelé les zones pédoclimatiques. On a mis des bureaux dans chaque zone pédoclimatique. Au départ, on avait défini 9 zones pédoclimatiques, définies par l'homogénéité globale du sol et définies par toutes les conséquences du climat au niveau, pour me résumer, au niveau d'une partie du territoire. Et on a mis des bureaux. Sont-ils fonctionnels? Et que non. Comme tout, il reste toujours le suivi et la maintenance. Nous sommes là, je crois que lorsque nous aborderons fondamentalement, je crois que là déjà, il faut penser à une émission sur le développement. Qu'est-ce que c'est? Je crois que nous aurons peut-être à aborder ces trucs-là. Parce que ce que vous soulevez là me paraît tellement important. Mais aussi, c'est déplorable aussi qu'on en arrive à ces situations de constat. Que finalement, c'est de l'inertie, quoi. Ça ne bouge pas. Et qu'on veuille aussi atteindre un certain nombre d'objectifs. En tout cas, ça me paraît un peu illusoire. Parce qu'il y a des préalables qu'il faut quand même régler. Oui, et c'est là
c'est là où je dirais que c'est le gros problème. On est là en train de parler de l'héritage que nous a laissé Mamadou Dia, du point de vue de sa vision, du point de vue de cette souveraineté alimentaire qui lui était vraiment, qu'il tenait à cœur. Mais on est en train de... C'est quand Mamadou Dia? C'est 62, on est en 2024. Ça fait combien d'années ça? Oui, c'est plus de énorme. 50 ans. C'est énorme. C'est énorme. Et on est toujours dans ça. Et par quel bout le prendre? Et on est toujours dans le post-colonial. Et je crois que d'ailleurs, c'est ça l'objectif de ces entretiens. Ouais. Permettre quand même aux sachants d'éclairer la voie, le chemin. Je crois que ce que vous êtes en train de faire là, c'est ça nous que nous attendons. Maintenant, quelles étaient les principales orientations des politiques agricoles dans la colonie du Sénégal? Pour fermer vraiment cette parenthèse coloniale. Oui. Le colon, il est venu avec ses besoins. Là, au moins, c'est clair. Il est venu avec ses besoins et il a une colonie et la colonie doit servir ses besoins. Le reste, ce n'est pas son problème. Donc, c'est là où on dit la réintroduction nouvelle de l'arachide. Et cette fois-ci... La réintroduction nouvelle. Oui, parce qu'elle était introduite déjà par les Portugais. Elle existait en tant que plante sauvage, introduite par les Portugais, réintroduite par les Français pour servir les demandes coloniales. Et cette réintroduction est passée par la structuration familiale de l'agriculture, est passée par ces familles. Ils sont allés plus loin, ils ont constitué des carrés et nommé des chefs de carré. On ne parle plus de famille, on parle de carré, mais chacun a son petit lopin. Et c'est tellement bien astucieusement fait que quelle que soit ta conception du vivrier que tu veux pour te nourrir, tu as d'autres besoins et tu as besoin de cash. Donc, tu rentres dans l'arachide. Même si on te force pas, parce qu'on est passé par ça d'abord. On est passé par l'esclavage, on est passé par le travail forcé et tout ça. Mais tout ça dit, on arrive maintenant à la façon la plus pernicieuse qui est la filière. Prendre la filière du début à la fin, donner des semences, donner de l'engrais, donner tous les intrants, accompagner, tu récoltes, on te l'achète, on te donne. Qui peut dire non? Et c'est ça. C'est astucieux et pernicieux. Oui, malheureusement, c'est encore. C'est encore. Au moment donné, les années 2000, où on commençait à parler pas de ministre de l'Agriculture, mais ministre de l'arachide, parce qu'en fait, c'était l'arachide qui tamponnait tout le monde, on s'est dit, bon, mais attends, il faut qu'on arrête un peu. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle, quand vous entendez les médias, les semences ne sont pas encore là. Quelles semences ne sont pas encore là? L'arachide. C'est vrai que on se focalise toujours sur l'arachide uniquement. C'est comme si c'est vraiment un mystère de l'arachide, quoi. Ouais. C'est anomie, c'est une sorte d'anomie, quoi. Oui, et pourquoi, indépendant qu'on est, voulant la souveraineté, quels sont les signes de cassure pour que ça ne le soit plus? Il faut s'interroger. Indiquer quelques pistes tout de même. Comment il faut faire? Au passage, vous parlez de carré. Mais c'est quoi le carré? On en parle beaucoup, mais les gens aussi ne maîtrisent pas le mot carré. C'est quoi? Chef de carré, vous savez, on a distribué les champs, les uns ont 0,5 hectares, les autres ont 1 hectare, etc. Si vous voyez la répartition du pourcentage suivant la superficie que les uns et les autres ont, vous vous rendez compte que c'est juste pas possible d'être rentable avec des petites superficies de ce type pour une famille. Donc c'est une sorte de métaphore, quoi. Mais il y en a un chef qui gère ça. Et ce chef, c'est lui, l'impôt repose sur lui.
Donc c'est lui qui paye l'impôt pour le carré. C'est lui qui est l'interlocuteur, pas du colon, parce que le colon il est encore beaucoup plus haut, de tous ses traitants. C'est lui qui rassemble l'arachide de plusieurs familles. Dans cet milieu, le mot carré jusqu'à présent continue, mais c'est pas moi je l'utilise rarement. Je l'ai dit aujourd'hui parce que juste pour une compréhension, oui. Mais c'est pas, ça fait partie d'un héritage que je ne prends pas. Oui, parce que ça aussi c'est un héritage sémantique, mais que même nous ignorons. Ouais. On parle de carré, mais les chefs de village, ils comprennent bien, les vieux là, ils comprennent bien ce que c'est un carré. Ouais. Donc c'est une stratégie alors mise en place pour servir, n'est-ce pas, de tampon, en tout cas, à plusieurs échelons, quoi. Oui, et pour avoir un responsable de l'impôt. Et c'est ainsi qu'on a vu que des chefs de carré ont, tout d'un coup, à un moment donné, disparu de leur carré et se sont établis ailleurs parce qu'ils n'avaient plus, ils n'avaient plus la puissance qu'il leur fallait pour pouvoir gérer ce qui leur était donné comme gestion. Comme responsabilité. Oui. Non, je crois que d'ailleurs, c'est la question de la capitation. Nous ferons véritablement un focus sur ça. Parce que je crois qu'in fine, quand on regarde, mais la capitation a été un désastre dans ce pays. Et je crois que même la culture de l'arachide se justifierait aussi par cette possibilité qu'il faut offrir aux autres pour pouvoir payer l'impôt. En tout cas, moi, je suis sidéré de voir que dans beaucoup de reportages et de récits, mais ça a été une véritable catastrophe pour les populations. Et pire, ça a servi à ça, mais comme ils ont aussi négligé naturellement, parce qu'il fallait gagner du cash, naturellement les cultures vivrières, il fallait les nourrir. Absolument. Et les nourrir comment? L'importation du riz. Exact. Et déjà, un de nos invités avait dit que l'Indochine, pour ne pas la nommer, considérée comme le fleuron de la colonie française, a donc été utilisée pour continuer à déstructurer véritablement cette agriculture vivrière au Sénégal. Tout à fait. Alors, donc, vous disiez tout à l'heure que, je disais que toujours, mais quelle piste on peut rapidement peut-être esquisser, ou bien on attend ça vers la fin de notre série pour donner, n'est-ce pas, quelques pistes. Maintenant, que c'était clair que c'était les cultures dudérantes, notamment l'arachide, qui avaient été privilégiées dans la colonie du Sénégal, pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, et que, naturellement, on n'a même pas peut-être besoin d'aller loin, ces cultures n'étaient pas adaptées du tout à nos réalités, à nos besoins. Non, c'était pour des besoins extérieurs. C'était pour fournir des besoins extérieurs. Et ça s'est aggravé après la Deuxième Guerre mondiale. L'Occident a eu une pénurie en huile végétale. Alors il fallait, coûte que coûte... En huile végétale. Végétale. Donc les colonies devaient faire leur mieux pour combler cette pénurie. Et il a été demandé d'intensifier la culture de l'arachide. Les terres, ce n'est pas leur problème. Eux, c'est ce qu'il fallait. Satisfaire la demande métropolitaine. Voilà. On comprend déjà en flagrant déjà l'âpreté de l'opposition alors face au projet souverainiste de Mamadou Dia. Parce que 62-45 ans, c'est juste, c'est rien comme séquence. Ouais. Et donc, il fallait donc continuer à satisfaire cette demande-là en huile végétale. Ouais. Donc, je crois que c'est un éclairage aussi qui me paraît important. Ouais. Maintenant, quels étaient les impacts sociaux et environnementaux de ces politiques sur ces populations? Politique coloniale, environnementale, on vient de le dire. Oui. C'est la déstructuration du sol, c'est la dégradation des milieux, c'est l'environnement était considéré juste pour satisfaire le présent, pas pour l'avenir. Donc, du point de vue environnemental, ça a été le désastre total. Envoyé en 1950, René Dumont a sonné la sonnette d'alarme, a tiré la sonnette d'alarme, a dit que si on continue à intensifier l'agriculture comme ça, il n'y aura plus de terre. Absolument. Donc, du point de vue environnemental, c'était... Je crois que son livre, son cri de cœur est encore retentissant. Oui, jusqu'à présent. Oui. Mais quand même, en ce moment-là qu'il avait crié, les traiteurs n'en ont fait fi. Hein.
c'était pas leur problème. Le problème, c'était de régler le problème, les questions qui se posaient. Demande métropolitaine. Voilà. Et au niveau social Au niveau social, c'est la déstructuration totale, c'est l'appauvrissement total, c'est la dépendance. Et c'est ça, plus d'aucune fierté, parce que tu dépends de cette culture pour pouvoir acheter ton bout de riz, pour pouvoir te nourrir. Sur tes besoins élémentaires, tu étais dépendant. C'est la dépendance totale, accrue, de plus en plus. Et du point de vue social, c'est la déstructuration. Et autre chose qu'il faut dater de là, parce que la migration non voulue, mais obligée, il faut le dater de là. Ah oui? Ah ben oui, parce que quand tu es dans une famille et que l'apport, tu ne l'as pas, tu es obligé d'attendre, tu es obligé d'être dans une structuration d'attente de pouvoir acheter ton riz, de ne pas pouvoir nourrir ta famille. Tu te bouges, tu ne restes pas à ce niveau-là. Et beaucoup de départs ont été notés au niveau du bassin arachidier qui s'agrandissait vers d'autres horizons. Il faut dire que ces départs sont beaucoup plus interafricains que transatlantiques, hein, même si c'est le transatlantique qui attire l'attention, parce que ça va peut-être dans d'autres continents qui n'en veulent pas. Alors, donc, je crois que c'est ça qui a donc motivé Mamadou Dia et son équipe à vouloir remettre en question ce modèle. Oui, et une vision extraordinaire que Mamadou Dia a aussitôt posée dès les années 60, en mettant du point de vue structurel aussi ce qu'il faut, les coopératives. Abdou Salam Fall en parle, en fait l'historique, mettant des coopératives, en les responsabilisant sur toute la filière, en créant un sentiment de fierté au niveau des populations, parce que quand tu n'es pas fier d'être ou de produire ou d'être ce que tu es, tu ne peux pas te développer. En constituant d'autres types de structurations qui pouvaient permettre aussi à ce que la jeunesse soit impliquée et que tout soit autogéré. Mais en face de ça, il y avait tous les traiteurs. Ouais, non seulement tous les traiteurs, mais tous ces marabouts laboureurs qui tiraient beaucoup profit de tout cela. Absolument. Donc il avait beaucoup de contraintes, et politiquement, ça ne passait pas, parce que ce n'était pas aussi son compagnon de route, Senghor, n'avait pas la même visée de souveraineté, parce Absolument. que Mamadou Dia a visé dès le départ la souveraineté, et en passant par la souveraineté alimentaire. Donc cette vision de souveraineté alimentaire, quels étaient ces grands axes? Lui, il a posé les axes, il les a posés au moins. C'est ce qu'on disait tout de suite, c'est d'abord le vivrier. Le vivrier. Le vivrier. Il faut donner au vivrier sa place. Il faut que la personne mange ce qu'elle produit et produit ce qu'elle mange. Ça, c'était son premier point. Et cette vision l'a amené aussitôt à créer les structures qui pouvaient assurer cela. Que les CR, les centres d'extension rurale, où les gens se formaient, où la jeunesse trouvait quelque part, la jeunesse rurale trouvait quelque part où se ressourcer et voir un peu comment orienter son action. Sa vision n'était pas aérienne comme ça l'était par la suite, parce que c'est très lénifiant de dire souveraineté. Et quand on n'y met rien derrière, on peut continuer à chanter le slogan ou le but, c'est important. Mais lui, ce n'était pas le cas. Le problème, c'est qu'il a été très court. Il n'a pas eu ce temps de maturation. 2 ans, et il avait trop d'ennemis. Absolument. Et il n'a pas eu le temps de faire de telle sorte que l'agriculture familiale puisse être structurée et faire bloc et à grande échelle. Il n'a pas eu ce temps-là, parce que c'était ça notre agriculture.
on ne lui a pas laissé le temps ni les moyens de trouver les mécanismes de financement de ce qu'il voulait, de son agriculture souveraine, pour la souveraineté alimentaire. Parce que ce mécanisme-là a été cassé. Parce que différentes résistances. Tout ce qui lui faisait la guerre, c'était eux qui avaient le financement de l'agriculture. L'agriculture coloniale n'a jamais été financée de l'extérieur. Hein. Ça a été financé de l'intérieur, par des mécanismes de ceux qui bénéficiaient de la traite. Et donc, ça, il ne l'avait plus. Donc, il n'a pas eu le temps. Et c'est le moment maintenant. C'est le moment. Je crois que vous avez dit c'est le moment parce que ça doit nous servir de leçon et que, en tout cas, il y a une volonté souverainiste manifestée. Donc, on même dit qu'il y a une sorte de clonage du plan Mamadou Dia. Peut-être qu'on cherche à améliorer parce que les contextes aussi ont changé. Mais ce que vous avez quand même indiqué ici comme goulot d'étranglement dû à cet héritage colonial qu'on a du mal à disséquer finalement, mérite quand même attention. Parce que tant qu'on n'aura pas peut-être passé au crible cela, on va peut-être répéter les mêmes erreurs. Parce que souvent aussi, alors c'est un peu sibyllin. Il faut quand même être très perspicace pour pouvoir faire un bon diagnostic. Parce que un bon diagnostic permet quand même aussi de poser des solutions viables. Yeah. Et pour ce premier entretien d'aujourd'hui, nous allons nous en arrêter là. Et peut-être vous demander votre mot de la fin avant de se quitter. Oui, un seul mot peut-être, c'est qui dit diagnostic. Diagnostic avant toute autre chose. Qui dit que ça ne se mesure pas au nombre de milliards de financement, le soutien à l'agriculture. Tant que ce nombre de milliards nous vient de l'extérieur. On n'a vu nulle part. Sauf quand c'est stratégique. Quand on soutient un pays de façon stratégique pour que ça reste dans son camp. Je ne veux pas citer de pays. Mais quand on soutient un pays de façon stratégique, comme ce qu'on cite facilement, c'est le plan Marshall, pour rester dans le camp occidental. Mais il y a d'autres pays isolés qu'on soutient de façon stratégique quand il y a Corée du Nord, Corée du Sud, de façon stratégique. Corée du Sud, c'est occidental. Corée du Nord, c'est une autre vision. Un autre camp. Une autre vision. La Chine, Taïwan, ça fait. On soutient des pays, donc l'argent vient de l'extérieur. C'est pour ça que je ne veux pas généraliser, mais quand l'argent vient de l'extérieur pour soutenir des pays comme le nôtre, le succès ne se mesure pas au nombre de milliards adressés à tel ou tel autre secteur. Je ne veux pas vraiment rabattre des caquets, mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'on mesure la réussite d'un gouvernement ou d'un autre. Tel gouvernement avait fait X milliards, le nouveau gouvernement fait X plus N milliards. Non, ce n'est pas là où ça se mesure. C'est dans la stratégie, dans ce qu'on veut produire, dans ce que nous entendons par souveraineté et comment nous avons compris la politique coloniale, à quel point ça nous colle à la peau. La politique coloniale, tellement elle nous colle à la peau. Elle nous colle à la peau, si bien qu'on ne va pas s'en défaire pour aujourd'hui. Nous allons continuer alors avec Mme Fall pour encore essayer de voir les voies et les moyens alors de se débarrasser de ce sensu, alors qu'il nous colle à la peau, pour encore explorer d'autres pistes de réflexion. En tout cas, toi, ça a été un très grand plaisir de vous découvrir. L'autre avait raison de ne pas vous lâcher. Nous avons, en tout cas, nous, eu maintenant la preuve par 9 que c'est un gâchis de ne pas voir Mme Fall sur ce plateau de feuilles d'histoire. D'ici là, donc, chers téléspectateurs, ça a été un grand moment d'échange avec Mme Fall. Et comme nous disions avec le Dr K, nous n'allons pas vous lâcher pour le moment. Nous allons continuer donc cette réflexion
pour que, alors, sous vos éclairages, qu'on puisse alors aussi avoir, je ne sais pas, la vision, disons, améliorée de ce que nous devons faire pour ce pays. En tout cas, merci infiniment et nous nous donnons rendez-vous alors prochainement pour continuer, n'est-ce pas, cette série d'entretiens avec vous.